Bogdanovich, on lui propose donc de tourner ce film-là, Masque. Il faut rappeler qu'à l'origine de Masque, c'est un fait divers, hein, l'histoire d'un adolescent qui s'appelle Rocky Dennis, californien, qui est né en 61, mort en 77, qui était atteint d'une maladie dont je n'ai évidemment pas retenu le nom, une maladie très très rare, qui en fait provoquait une sorte d'hypertrophie du cerveau, une espèce de développement totalement anormal, des os, du crâne, du calcium, ce qui fait que son espérance de vie était plus que réduite, et il est mort, il avait l'âge de 16 ans. Et une femme va écrire un scénario, hein, à partir de faits divers, de cette histoire-là, Anne Sheridan Pelan, qui écrira plusieurs scripts par la suite. Masque reste d'ailleurs son fait de gloire, parce qu'elle va même monter à Broadway une comédie musicale autour de Masque. Elle écrira Gory dans la brume avec Sigourney Weaver, elle fera quelques petites choses, mais Masque reste quand même son travail presque le plus remarquable ou important. Et Bogdanovich, comme tous les cinéastes de cette période-là, saisit l'occasion de revenir, de se remettre en scène en se disant, de toute façon la loi d'Hollywood est extrêmement simple, hein, vous valez ce que valent votre dernier film. Et peut-être qu'avec Masque, si le film marche, il pourra à nouveau se remettre en scène. Donc il va accepter de tourner Masque. Et ce qui est très intéressant à l'époque, c'est que, et ça Bogdanovich le dira souvent, lorsqu'il accepte Masque, il n'est pas ultra convaincu, ni par le scénario. Disons qu'il ne voit pas la raison pour laquelle il va faire ce film-là. Qu'est-ce qui, lui, au fond, l'intéresse vraiment là-dedans? Ce qui est une question un peu nouvelle pour lui, parce que jusque-là, il avait toujours initié les films, écrivant ou faisant coécrire le scénario avec d'autres, ou choisissant des bouquins qu'il allait adapter, etc. Dans le cas de Masque, c'est vraiment presque un film de commande qui lui vient de l'extérieur, et donc il va mettre du temps. Au début, il accepte, il a besoin, il est ruiné financièrement, il a besoin de tourner, il accepte, mais il voit pas vraiment la raison profonde, ce qui va le motiver. Et là encore, on en revient en 80. C'est pour ça que Masque est un film qui est totalement lié à l'année 80 et à l'affaire Dorothy Stratton et à Tout le monde riait. Et Bogdanovich explique qu'un jour, il a compris pourquoi, et même à son corps défendant, quelque chose l'intéressait dans Masque. Si en fait, le film avait choisi pas pour rien. Il lui a mis du temps à s'en rendre compte, mais il y avait une raison secrète. Et là, il se souvient qu'en 80, alors qu'il était avec Dorothy Stratton, pendant le tournage de Tout le monde riait, elle était une femme, voilà, elle avait une vingtaine d'années, très peu de culture, connaissant pas grand-chose, et Bogdanovich était un peu son Pygmalion, qui lui apprenait, en plus c'est quelqu'un qui a une culture phénoménale, qui la sortait au cinéma, au théâtre, lui faisait lire des livres, faisait son éducation, l'éducation de Rita, si on veut. C'était un peu ce que faisait Bogdanovich. Et un jour, Dorothy Stratton lui dit, tu sais, il y a une pièce en ce moment, elle n'était jamais allée à Broadway, à New York, dans le quartier des théâtres, et elle demande à Bogdanovich d'aller voir une pièce qui s'appelle Elephant Man. Lynch n'a pas encore fait le film à ce moment-là. Et Bogdanovich lui dit pourquoi pas, mais lui ne peut pas l'accompagner parce qu'il est dans la salle des rushs en train de travailler, etc. Elle y va seule. Elle va voir Elephant Man et elle revient, elle explique à Bogdanovich que c'est une pièce qui l'a absolument fascinée, etc. Ils vont sortir plusieurs fois ensemble et elle est obsédée par cette pièce-là, par le personnage de Merink, de l'Elephant Man dans le film, et elle commence à s'acheter de la documentation, acheter des livres sur le cas réel qui a inspiré d'ailleurs Elephant Man. Et Bogdanovich en fait est surpris dans un premier temps par cette espèce de fascination pour cette femme magnifique, pour ce monstre-là. Et en fait, Bogdanovich expliquera qu'il comprendra, en fait, quelques années plus tard, précisément à l'époque où il est en train de tourner Masque, la raison pour laquelle Dorothy Stratton avait été totalement fascinée par Elephant Man. C'est qu'en fait, il expliquait que lorsqu'il se baladait avec elle dans les rues, notamment de New York, la réaction des gens devant Dorothy Stratton était quelque chose de totalement étrange, anormal, exagéré. C'est-à-dire que tout le monde se retournait sur le passage de Dorothy Stratton. Et en fait, Bogdanovich comprendra le rapport entre elle et Elephant Man, parce qu'elle, on pourrait dire, incarnait l'extrême beauté, alors que l'extrême laideur incarnée par Elephant Man, a priori ils étaient aux antipodes, mais en fait ils ressentaient la même chose. Et c'est ce que va comprendre Bogdanovich lorsqu'il tourne Masque. Il va comprendre finalement que ce personnage de Rocky Dennis, en fait, est une façon aussi pour lui de rendre hommage à Dorothy Stratton, et c'est via Dorothy Stratton et l'extrême beauté de Dorothy Stratton qu'il comprend comment filmer ce que ressent
Rocky de Nice dans le film Masque. Ce qui fait que c'est à la fois, on pourrait dire, une raison, une commande au début, que peu à peu va s'approprier Bogdanovich, et de façon, enfin biographiquement, de façon vraiment intime. À mon avis, ça explique aussi l'acharnement avec lequel Bogdanovich va tenter de sauver son film, non pas du massacre, en tout cas du remontage que va lui imposer à l'époque la Universal. Hein, et à mon avis, on ne peut comprendre cet acharnement totalement que si on a en tête que Bogdanovich a quelque chose d'extrêmement intime dans le film qui ne concerne pas uniquement un problème de cinéaste lié à la logique des scènes, à la musique qu'il a choisie, etc. Bogdanovich ne modifie pas du tout le scénario, au contraire, il va être extrêmement fidèle, même à la fois au scénario d'origine, il va même retravailler avec les scénaristes en lui demandant même des éléments biographiques encore plus fouillés sur le personnage, le vrai personnage. D'ailleurs, il y a tout un débat là-dessus, puisque lorsqu'on pense à Masque, il y a un nom auquel on pense directement, c'est Springsteen, voilà, Bruce Springsteen. Pourquoi? Parce que dans le premier montage que fait Peter Bogdanovich, le personnage principal aime, on pourrait dire, 4 choses dans la vie. C'est l'Europe, c'est son rêve. Il a envie de faire un road trip en Europe. Voilà, cette espèce de carte qui punaise pendant tout le film, avant la toute fin du film. Donc c'est l'Europe, c'est les Dodgers, une équipe de baseball américain dont il collectionne évidemment les cartes. C'est les filles, donc il se rend compte à mi-parcours du film que sa vie, tout va bien, tout est apparemment normal, si ce n'est qu'il lui manque quelque chose, c'est sa moitié, et c'est ce à quoi la seconde partie du film est consacrée. Et puis Bruce Springsteen, il y a même d'ailleurs un poster dans le film, dans la version originale, devant lequel il s'arrête 2 secondes avant de se coucher pour la scène finale du film. Là encore, Bruce Springsteen, et donc quand Bogdanovich tourne, on est en 84, été 84. Bruce Springsteen, c'est l'été de Springsteen. Encore une fois, c'est ce qui va faire de Springsteen la superstar qu'il est encore aujourd'hui, parce qu'il tourne depuis une douzaine d'années, Bruce Springsteen. Mais Born in the USA en 84, au moment de la réélection d'ailleurs de Ronald Reagan, qui va se servir de la chanson de Springsteen et même la détourner, ce qui posera d'ailleurs beaucoup de problèmes et sera à l'origine de beaucoup de malentendus, notamment en France, où on pense pendant 1 an ou 2 que Springsteen, en fait, c'est un peu le cheval de Troie, ou c'est de chanteurs conservateurs qui chantent Born in the USA, mais il ne faut pas avoir lu le texte pour ça. Mais en tout cas, disons que ça va donner un pli à l'image de marque de Springsteen en France qui va complètement disparaître aujourd'hui. Mais à l'époque, c'est problématique. Et donc, Bogdanovich demande à Anne Sheridan, donc la scénariste, de se renseigner sur les goûts de Rocky de Nice, le véritable personnage. C'est même lui qui a l'idée de lui demander s'il n'y a pas une production littéraire, quelque chose qu'il pourrait utiliser. Et c'est là que la mère de Rocky de Nice, le vrai Rocky de Nice, dégote quelque part un poème que son fils avait écrit et qui deviendra on pourrait dire, une des bornes importantes du film, lu une première fois, et on pourrait dire lu une première fois et compris à la fin, lorsque le poème sur le visage, le soleil sur le visage, est repris. Et ça, c'est un poème qu'avait vraiment, pour le coup, écrit le vrai Rocky de Nice, que reprend intégralement Bogdanovich et met dans la bouche d'Eric Stoltz, l'acteur du film. Dust in my hair, holes in my shoes, no money in my pocket, and the sun shining on my face. Et puis, il y a ensuite un débat qui est, au fond, qui n'est jamais tranché, sur la question de Springsteen. Pourquoi? Parce que lorsque Bogdanovich décide d'utiliser la bande-son de l'époque, il n'y a pas de score dans le film, il n'y a pas de musique originale qui a été composée, ce sont uniquement des morceaux qui sont pris. Lui dit qu'il considère que Springsteen va être l'exemple absolument parfait. Pourquoi? Il y a 2 raisons à ça. Il y en a une qui déclare et une qui déclare moins. La raison qui déclare, c'est parce que, selon lui, le vrai Rocky de Nice était lui-même un fan de Bruce Springsteen. Mais l'autre raison, c'est que Bogdanovich n'a jamais vraiment beaucoup connu le rock contemporain. C'est-à-dire qu'il avait un rapport à la musique assez comparable au rapport qu'il avait au cinéma. Autant il connaît bien la musique classique, le jazz, les débuts du blues, etc. Autant la musique qui se produit dans les années 70 et 80 lui est un peu étrangère. Et c'est encore une fois Dorothy Stratton, qui est une fan absolue de Bruce Springsteen, qui lui dit « mais il faut que tu écoutes ». Hein, cette espèce de chanteur pop, folk américain qui est dans la grande tradition des folk singers engagés qui a toujours connu la chanson américaine. Elle fait connaître Springsteen à Bogdanovich et on peut considérer d'ailleurs que Bogdanovich choisit Springsteen
Non pas tant parce que le vrai Rocky Dennis était fan de Springsteen, puisque certains appelleront la mère de Rocky Dennis en disant mais alors, est-ce que c'est vrai que votre enfant, votre fils était fan de Springsteen? Et elle dit non, non, pas du tout, il était fan des Beatles et de Black Sabbath. Les Beatles seront dans le film, Black Sabbath n'y est pas, et surgit Springsteen. Donc c'est une inconnue. Et quand le film va sortir en plus, il faut dire ce qui est, c'est que le choix de Springsteen, indépendamment de ses raisons biographiques ou autres, est tout à fait juste. C'est le vrai chanteur de la working class à l'époque qui raconte véritablement ça. Et le film se passe quand même dans cette espèce de milieu-là. C'est pour ça que lorsque le casting du film a lieu, à l'époque, le rôle que doit jouer Rusty Dennis, qui est donc la mère un peu étrange, hein, à la fois punk, biker, une femme à la fois très indépendante, le rôle que doit jouer cette femme-là, les studios, en l'occurrence Universal, lui font une liste, hein, comme toujours, hein, et Bogdanovich, lui, veut Cher. Et c'est intéressant parce alors ça va être compliqué puisque évidemment Cher à l'époque, chanteuse extrêmement connue, qui est née à l'époque de la période hippie, qui fait un duo avec Sonny Bono, le duo s'appelle Sonny and Cher, et puis c'est ce duo-là, I Got You Babe, le moment hippie des années 70 va prendre le virage du disco, puis va prendre à un moment donné le virage du rock, et puis même Cher de son côté prendra tous les virages d'ailleurs, jusqu'à la dance, enfin elle est encore là aujourd'hui Cher, mais à l'époque sa carrière marque un peu le pas à la fin des années 70. Et donc elle a envie, non pas de mettre un terme, mais de faire une pause dans sa carrière musicale et de se consacrer au cinéma. Et elle va donc tourner comme ça quelques films dans les années 80. On a oublié, mais Cher a été une actrice assez active entre 83, 4 et 89. Son fait de gloire à elle, c'est Masque. Et Bogdanovich l'a choisi contre les actrices que tente de lui imposer le studio, pour une raison toute bête, c'est qu'il pense que le rôle est déjà assez particulier, le rôle de cette femme dans le film. Une communauté de bikers dans les années 80, avec un enfant au visage difforme. Donc il y a beaucoup de couleuvres à avaler d'un point de vue réaliste dans le film pour qu'on adhère et qu'on s'identifie, qu'on rentre dans l'histoire. Et lui, Bogdanovich, sait très très bien que autant le rôle de Rocky Dennis est capital, l'acteur qui va l'incarner est celui qui va faire les maquillages. Hein, il faut qu'on oublie très vite le maquillage dans le film, mais l'autre clé absolue évidemment c'est l'actrice, la mère. Et ce que dit Bogdanovich, c'est que des personnes ne croient au fait que Jane Fonda ou Ellen Burstyn aient pu être des bikeuses en train de se droguer avec un orse. La crédibilité n'est pas là. Alors qu'il dit Cher, on peut y croire. C'est-à-dire que quand Cher rentre dans le cadre, en plus, elle ne se droguait pas, c'est ça qui est assez drôle. On peut croire qu'effectivement, elle a des problèmes avec la drogue. On peut croire le personnage. Mais les studios vont lui imposer de faire des essais. Évidemment, ce qui énerve terriblement Bogdanovich, parce que lui sait que c'est le personnage, il n'a pas besoin, mais les studios vont vouloir faire des essais. D'ailleurs, je crois qu'à l'époque, ils vont faire 2-3 essais qui coûtent quelque chose comme $300 000. Alors, ils jettent à peine un œil et ils disent tout de suite oui, c'est bon, Cher peut jouer le rôle, etc. Et donc, c'est Cher qui va jouer le rôle. C'est Eric Stoltz à l'époque qui est vraiment un jeune acteur totalement inconnu, hein, Eric Stoltz, qui va jouer le rôle de Rocky Dennis et qui le joue de façon, à mon avis, impressionnante. Parce que pour jouer, il a ses yeux et la lèvre inférieure, c'est tout. Et il s'en sort extrêmement bien. Pour moi, c'est du niveau de John Hurt dans le film de Lynch, Elephant Man. Hein. D'abord, travail sur les maquillages, évidemment homériques. Et d'ailleurs, Michael Westmore, qui est donc le maquilleur du film, recevra un Oscar pour ce film-là, comme Cher recevra le prix de la meilleure actrice à Cannes. Elle a été plébiscitée pour ce film-là. Et Michael Westmore, c'est intéressant parce que Westmore, c'est une famille à Hollywood. C'est-à-dire que, d'ailleurs, sur Hollywood Boulevard, vous avez une étoile qui s'appelle Westmore Family. C'est une famille de maquilleurs à Hollywood, dont l'arrière-grand-père le grand-père avait commencé au début des années 10. C'est lui qui fait les maquillages extraordinaires de Charlton dans Quasimodo. On pourrait dire de père en fils, ils vont se transmettre, un peu comme des artisans, ce savoir du maquillage et régner, on pourrait dire en partie, sur l'industrie hollywoodienne pendant plusieurs décennies. C'est même eux qui vont faire la fameuse transformation de Frédéric March dans le Dr Jekyll and Mr Hyde. On leur doit quelques faits de gloire comme ça. Et c'est donc le fils, Michael Westmore, qui lui va concevoir le maquillage de Eric Stoltz, le fameux masque, qui est d'ailleurs assez conforme à l'original, au véritable visage de Rocky Dennis. Hein, quand on compare les deux, c'est assez proche. Et évidemment, ça a été homérique puisqu'il fallait, je crois, 4 ou 5 heures pour Eric Stoltz tous les jours, pendant 59 jours, tout simplement pour mettre son masque. Et il lui fallait 1h30 pour l'enlever.
Donc je crois qu'il a même perdu 7 ou 8 kilos pendant le tournage du film, tellement c'était compliqué, parce qu'il fallait quand même garder certaines parties de son corps mobile de manière à ce qu'il puisse continuer à jouer. Et il y a évidemment Harry Carey Jr., qui fait partie de... Alors, il est méconnaissable dans le film d'ailleurs, parce qu'il est vieillissant, il a une barbe, il a un côté Willie Nelson. Voilà, c'est un des membres, on pourrait dire le vieux sage. C'est le vétéran des bikers, les Turks, cette espèce de bande de bikers dans laquelle vit Cher et Rocky Dennis. Et Harry Carey Jr., évidemment, pour les amateurs de cinéma hollywoodien classique, c'est le fils d'Harry Carey, qui était une des premières stars, même si je ne dis pas de bêtises, la première star du western américain, c'est lui, c'est son père. Et Harry Carey va commencer junior à faire lui une carrière dans les années 50. On le voit dans Red River, d'ailleurs dans le film on entend à un moment donné les 4-5 notes de Red River, ce qui est un hommage à Harry Carey qui lui commence dans Red River de War Dogs. Et ensuite il va devenir un des acteurs récurrents des films de John Ford. Et évidemment, comme on est chez Bogdanovich, donc dès qu'il peut caser un hommage à John Ford, évidemment, il le fait, et la présence de Harry Carey est quelque chose de ce point de vue-là importante. Harry Carey a joué dans Le Fils du désert, La Prince du désert, dans Le Convoi des Braves, dans Rio Grande, dans Les Deux Cavaliers. On le voit dans beaucoup de films. Et évidemment, Bogdanovich lui rend hommage, et si ce n'est que Harry Carey a été sur un cheval toute sa vie, et là, il est évidemment sur une moto. Mais je pense que ce qui intéresse aussi Bogdanovich à ce moment-là, c'est pas uniquement la citation, l'hommage, le fait de dire, bah voilà, vous reconnaissez, c'est John Ford, et après. Ce qui l'intéresse, c'est de ramener, en fait, quelque chose qui était central dans les films de Ford, qui était la question de la communauté. Et Ford, quand Ford, on pourrait dire l'esprit, l'humeur de Ford débarque dans Mask, il débarque avec cette idée-là. Et qu'est-ce qu'on voit dans Mask ? On est en 84-85, c'est l'histoire d'une communauté. Alors là, pour le coup, c'est une communauté totalement fordienne. C'est-à-dire que la communauté que forment les bikers dans le film, avec des gens d'âge différents, qui n'ont pas forcément les mêmes parcours, etc., mais qui sont extrêmement soudés, qui peuvent à la fois absorber des gens nouveaux, des gens qui reviennent, comme Gar, Sam Elliott, il était hors champ, c'est un peu le retour du fils prodige, et il revient dans le film, ça serait presque un peu le Ethan Edwards, John Wayne, un peu du désert, du film. Il revient dans le film, réintègre la communauté. Mais cette communauté-là, ce qui a toujours été le grand sujet des films de Ford, elle nous protège. C'est-à-dire qu'entre la violence du monde réel et puis l'individu, s'il n'y a pas la communauté, tout explose. Et la communauté, c'est la famille. C'est toujours là qu'on revient. C'est là qu'on vient se ressourcer. C'est pour ça d'ailleurs, entre parenthèses, que c'est la différence entre les deux versions du film. Il y a eu 2 grandes séquences coupées dans le film. À l'époque, lorsque Universal décide de monter contre l'avis de Bogdanovich le film, il enlève notamment 2 grandes séquences. L'une concerne Harry Carey, le moment où Harry Carey offre son porte-bonheur à sa dulcinée dans cette espèce de carnaval, de cirque. Cette séquence a été supprimée. Oh, I can't take that, Red. That's your good luck charm. I kind of think of you as my good luck charm, babe. Oh, well, if you put it that way. You wear it? Sure. Okay. Sentimental old bastard, aren't you? Yeah. Ce qui fait qu'on ne comprend pas du tout, entre parenthèses, la raison pour laquelle sa veuve, à la fin, jette un collier dans la tombe, alors qu'on ne sait pas d'où vient ce collier. Pourquoi elle dit, mais tu vois, ça ne t'a pas porté bonheur. La séquence n'a aucun sens à ce moment-là, parce qu'il manque cette séquence-là. Et puis l'autre grande séquence, évidemment, alors là, pour le coup, c'est la séquence du feu de camp, qu'il y avait dans les westerns, mais que rejoue Bogdanovich dans le monde des bikers. C'est le moment où on a une espèce de feu de camp, de soirée entre tous les bikers, un moment de partage, de musique, etc. Et c'est là que Cher et Eric Stoltz vont chanter Little Egypt, ce grand standard qu'avait chanté Presley, enfin plein de différents interprètes. Et donc, on a comme ça une séquence de 4-5 minutes qui autour d'un feu de camp où la communauté se retrouve. She did a triple somersault, and when she hit the ground, she winked at the audience, and then she turned around. She had a tattoo of a cowboy tattooed on her spine, saying Phoenix, Arizona, 1949. Et ce n'est qu'en 2004 ou 2003-2004 que Bogdanovich arrivera à avoir auprès d'Universal la possibilité, enfin, de faire le montage que lui voulait à l'origine pour faire sa fameuse Director's Cut. Il réintégrera ces 2 séquences-là et il mettra
il remettra la musique de Bruce Springsteen qui était à l'origine. Il y a toute une histoire autour de la présence de Bruce Springsteen. Pourquoi est-ce que Universal a refusé finalement de laisser Springsteen alors que Springsteen avait donné son accord à Bogdanovich? Il avait lu le scénario de The Mask, il l'avait beaucoup aimé, donc il avait dit à Bogdanovich d'accord. Son agent avait, on pourrait dire, négocié les droits. Mais à l'époque, on est en 84-85 et il y a un nouvel acteur dans le marché du cinéma qui vient d'arriver, qui est la vidéo et la VHS. Ce qui fait que jusque-là, lorsque des musiciens, des écrivains, des chanteurs, des compositeurs donnaient leurs droits ou vendaient leurs droits pour un film, ils vendaient le droit pour le film, tout simplement. 100, 150 000, 200 000 $ pour avoir le droit d'utiliser 2, 3, 4 titres à l'intérieur du film. Et ce qui change avec Springsteen à ce moment-là et son agent, c'est que l'agent demande à la fois une somme, je crois que c'est de l'ordre de 160, 180 000 $, ce que Universal peut éponger et payer pour que Springsteen soit dans le film, mais demande aussi des recettes sur la vente des vidéocassettes. Et à l'époque, Universal, c'est un peu le début où on commence à négocier les droits et pour les films et pour les vidéocassettes. Universal ne voit pas très bien comment s'en sortir avec ça, n'a pas envie de mettre le doigt dans cet engrenage-là, et en fait fait machine arrière, non pas parce qu'elle n'a pas envie d'avoir Springsteen, mais que cette espèce de cette ce nouveau critère légal lui fait un peu peur. Il dit non, mais alors... nous, on ne s'occupe que des droits cinéma. S'il faut commencer à négocier les droits vidéocassettes, ce ne sera pas possible. Et finalement, ils vont chercher Seeger, qui en plus coûte évidemment moins cher. Mask qui sort donc en 85, c'est qu'évidemment, c'est un film de Bogdanovich. On reconnaît tous qui fait un film de Bogdanovich, à la fois les références. Il y en a beaucoup dans le film, entre parenthèses. On a parlé des acteurs, mais on pourrait citer des extraits de films qui choisit de façon extrêmement, on pourrait dire... intelligente. C'est-à-dire que la première apparition, un premier extrait de Frankenstein, par exemple, de James Whale, on voit apparaître Boris Karloff, qui est évidemment un hommage que Bogdanovich rend à la fois au cinéma classique, mais aussi à Boris Karloff, l'homme qui a été dans son premier film. C'est aussi une façon de dire que peut-être Mask sera pour lui l'occasion d'un nouveau départ. C'est qu'il va aller chercher, le premier film qu'il cite, c'est son premier film à lui. Peut-être que Mask va lui permettre tout simplement de relever la tête d'une sorte de nouveau souffle au milieu des années 80, qui a priori ne le désire pas plus que ça. Mais la citation de Karloff est pour cette raison-là. Il y a aussi une citation de Madigan, lorsque le père revient du match de baseball, le père de Cher et la mère et Rocky de Nice, il découvre Cher mal en point sur le canapé, un peu hébété, devant un extrait de film. Cet extrait de film, c'est Madigan de Don Siegel avec Henry Fonda et James Stewart, film de 68 formidable. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que non seulement à ce moment-là, Bogdanovich rend hommage à Don Siegel, cinéaste qu'il connaissait bien, qu'il adorait. Don Siegel, c'est l'homme de Tuer Charlie Varick, Dirty Harry, évidemment, etc. C'est aussi une façon pour lui de connoter la scène. C'est-à-dire que lorsque les parents rentrent, la bande-son, en fait, rend compte de la violence qui n'est pas déclarée à l'écran. C'est aussi une façon d'orienter totalement le ressenti de la scène. C'est-à-dire que ce qui se joue, c'est une vraie fusillade. Entre les deux, entre le père et sa fille. C'est quelque chose qui est impossible à résoudre. Mais qu'est-ce qu'on voit? Pas grand-chose, sinon une déception, une colère rentrée. C'est assez même silencieux entre eux. Chez Bogdanovich, tout passe par les regards. L'essentiel se dit par les regards. On n'a pas besoin des dialogues la plupart du temps. Et c'est quelqu'un qui utilise beaucoup l'échange de regards entre les différents personnages. Et d'ailleurs, à 3 reprises, Cher regarde vers le lit de Rocky de Nice avant d'aller se coucher, qui prépare la dernière fois, va le regarder, et tout est dit là, à un moment donné, ce gamin va mourir, et Cher, ce qui explique aussi son personnage, vit avec ça, hein, et ça, elle l'exprime uniquement par des regards à 3-4 moments dans le film, jamais dans un dialogue, au contraire, elle est toujours assez... revendicative, elle tente de lui donner confiance, elle est un peu sèche, elle est même un peu brutale, elle ne veut surtout pas que son fils s'enfonce dans une espèce de dépression, de rapport un peu narcissique, toxique avec son propre handicap. I don't know why you think it should be different for you. But I am different, Mom. Yeah, you're more beautiful on the inside than most people. Anybody can't see that? For real. Right. Spoken like the true son of a red-headed woman. Da, 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 da. Your sister Rose is dead. You're weird, Mom. Out of here. Pour le personnage de Cher, tout passe évidemment par les regards, et c'est dans ces échanges de regards avec Rocky Dennis, même avec Sam Elliott. C'est comme ça qu'on sait que quelque chose a eu entre eux, qu'il y a un désir qu'on peut raviver éventuellement. C'est aussi par le regard, tout passe par les regards dans ces films-là, sauf avec le personnage de Diane, Laura Dern dans le film, qui elle est aveugle, donc il faudra trouver d'autres moyens
hein, tout simplement de communiquer que le regard. Et moi, ce que je trouve passionnant, c'est que Bogdanovich, qui a toujours été, comme on le disait précédemment, un cinéaste intéressé par le passé, en tout cas qui a un rapport problématique avec le contemporain, hein, qui avait plutôt envie de rendre hommage au maître quand tout le monde était sur l'Amérique contemporaine, des hippies, de la contre-culture, ça n'a jamais été son truc a priori dans ses films. Là, on est en 85 et il fait un film de bikers. Comme s'il faisait son Easy Rider 10-15 ans plus tard. Donc, voilà, on est vraiment avec une série de personnages, là pour le coup, totalement emblématiques des années 70. Cher, Sam Elliott, Harry Carey, les bikers, je veux dire, cette espèce de rapport un peu goguenard à l'autorité. On a vraiment le sentiment que c'est une espèce de communauté de marginaux, parce que c'est un film sur des marginaux. Comment être marginal dans les années 80 ? C'est aussi un film, une question que pose Mask en permanence. Hein, à l'époque, à une décennie qui, au contraire, valorise tout sauf cette communauté qu'on est en train de voir, qui valorise Wall Street, le corps, l'argent, la réussite économique. Voilà, le fameux rêve américain des années 80, c'est le contraire des utopies ou des espoirs de la contre-culture des années 70. Or, ces bikers, ils portent malgré eux cette espèce de rapport un peu critique, sceptique à l'égard de l'institution, de l'autorité, et c'est ça en permanence. D'où le fait qu'ils forment vraiment une communauté, mais une communauté qui est presque totalement à part, hein, qui est une sorte de bulle totalement isolée dans cette Amérique-là des années 80. Il les met en scène un peu comme ça, hein, comme finalement comme il mettait en scène Ben Johnson dans The Last Picture Show, c'est-à-dire que c'est un monde finissant. Il reste quelques bikers, ils sont plus très nombreux, ils tentent de survivre, ils ont leurs propres rituels, leurs propres codes, etc. Mais en fait, la décennie qui vient, en fait, aura raison de ces gens-là. Il n'y en aura plus. Ou alors, il n'y aura plus que des simulacres, des faux bikers, du vintage, etc. Mais eux, c'est un peu la queue de comète de ces années 70, ce qui fait que même Mask porte une part d'anachronisme en lui, alors que le film est contemporain. Le film se passe en 79 et en 80. D'ailleurs, plein d'événements dans le film permettent de le dater précisément. Et ça, c'est les fans de Springsteen qui peuvent un peu s'en rendre compte, c'est que entre le moment de la mort de Rocky Dennis, le plan sur la carte qui n'a plus de punaise, hein, et puis l'arrivée du cimetière où vont arriver finalement Cher, Sam Elliott, rendre un hommage à leur fils décédé, il y a 4 années qui se sont écoulées. Or, rien ne le dit, sinon que c'est Born in the USA qu'on entend sur la bande-son. Et les fans de Springsteen savent que Born in the USA c'est 84, Rocky Dennis est mort en 80, donc il y a 4 ans qui s'écoulent dans ce fondu enchaîné là. Je pense qu'une des réussites, à mon avis, du film, il y en a 2, esthétiquement, je dirais. La première, c'est la photographie du film. Laszlo Kovacs va être un des chefs opérateurs récurrents des films de Bogdanovich. Hein, je pense que Mask doit être son 6e ou son 7e film avec lui. Et ce qui est intéressant, c'est la façon dont ils ont décidé de globalement sous-exposer le film. C'est-à-dire que quand on voit, ne serait-ce que la première apparition de Rocky Dennis, c'est le contraire de l'apparition d'un monstre. C'est intéressant comme question, c'est de se dire, voilà, on fait un film dont on sait qu'un des attraits, ou ce que les gens attendent, presque comme dans un freak show, c'est l'apparition du personnage difforme. Voilà, à quoi il va ressembler. Bon, très bien. Mais surtout, comment je le montre. Il y a la façon, on pourrait dire, qui accuse la monstruosité du personnage, qui fait du personnage un choc. Il y a vraiment lui et les autres. Et donc, qui tente auprès du spectateur de jouer cet effet-là. La surprise, le choc, voire le dégoût, l'horreur, enfin peu importe. Parce qu'on est plus, pour le coup, chez Elephant Man ou le vrai film de monstre, d'une certaine façon. Et puis, il y a la façon qu'utilise Bogdanovich, qui est beaucoup plus d'inspiration à la Todd Browning, Freaks, au fond. C'est une façon d'aller chercher en permanence, chez ce personnage, qui physiquement est quand même assez particulier, la normalité. Enfin, en 2 mots, la normalité. Il décide de le faire apparaître par petites touches et par paliers. Ce qui est évidemment la meilleure façon de totalement désamorcer l'apparition finale de Eric Stoltz, ce qui fait qu'il le dévoile petit à petit. On le voit derrière la fenêtre, il passe devant un miroir, on le voit de dos, il est sous-éclairé, mais on perçoit peu à peu des fragments du personnage jusqu'au moment où on va le voir en entier. Mais cette façon extrêmement progressive de le faire apparaître par palier, plutôt que de choisir un cut violent, apparition plein pot frontal, qui là aurait été une sorte de
de scandale, enfin dans le sens qu'il aurait recherché au contraire l'effet de surprise et de choc. Pour Bogdanovich, c'est un enfant, c'est un homme comme les autres, qui a un handicap évidemment, mais rien de plus qu'un handicap. Donc c'est intéressant la façon dont Bogdanovich choisit de le faire apparaître et la façon dont le type de point de vue qu'il va porter sur lui, ce qui va être le point de vue des autres, Cher, les bikers, etc. C'est même une mascotte du groupe, à la limite il est là, on sait tous qu'il a ces problèmes-là. Le film est un anti-Elephant Man de ce point de vue-là. Et à aucun moment Bogdanovich va chercher, comme le faisait David Lynch dans Elephant Man, la moindre forme de pathos. Il n'y a pas du tout de pathos dans le film. Mais Bogdanovich fait toujours le pari, c'est son côté fordien, qu'en fait on peut toujours intégrer à la communauté. C'est un film très humaniste, c'est vraiment le fond de Masque, qu'on peut intégrer les gens et que ça ne fera pas scandale longtemps. Et en même temps, il y a deux choses évidemment que le film laisse en suspens, qui sont les épées de Damoclès qui pèsent sur le film. C'est le fait qu'il y a des gens, malgré tout, qu'on n'arrivera pas à intégrer à la communauté des marginaux, mais les marginaux dans le sens où on est tous marginaux de quelqu'un d'autre. Ça, c'est les parents de Diane, qui sont les seuls personnages, non pas négatifs, mais qui vont, on pourrait dire, être un obstacle au rêve ultime de Rocky Dennis, qui est pour être complètement normal. La vraie normalité, c'est que je sorte avec une fille. Si je ne sors pas avec une fille, je ne suis pas normal. Diana, I don't look like Adonis. I've got this real strange disease, and if